L'atmosphère à l'intérieur de l'immense propriété de Sophia, une demeure architecturale de verre et d'acier, une œuvre stupéfiante et sans compromis perchée de façon précaire sur un flanc de colline boisée surplombant la ville, était empreinte d'un contrôle méticuleux, implacable, presque étouffant. Sophia, 46 ans, ma tante, était la reine incontestée et l'architecte en chef de ce domaine austère. C'était une figure emblématique du droit des affaires, connue pour son intelligence chirurgicale, son sang-froid impeccable et agressif et son intolérance absolue et profonde pour tout signe visible de faiblesse, professionnelle ou personnelle. Ma relation avec elle, Marc, 22 ans, a toujours été marquée par une distance respectueuse, admirative, mais froide. Elle était l'icône formidable de la réussite. J'étais le jeune parent sérieux qui bénéficiait discrètement de sa puissante influence. J'avais séjourné dans la luxueuse suite indépendante pour inviter pendant 5 mois, travaillant comme son assistante personnelle temporaire non officielle, le temps de reconstruire ma vie après un revers professionnel brutal. Ma présence était tolérée, voire même, d'un point de vue pratique, appréciée. Mais la règle de fonctionnement dans la maison était claire, absolue et non négociable. Ne pas perturber l'organisation de son pouvoir. Cela impliquait de maintenir l'illusion que sa vie était parfaite, sans accroc et totalement autosuffisante. Mais les tâches quotidiennes étaient strictement logistiques. Faire les courses nécessaires, gérer l'immense infrastructure technologique de la maison et surtout respecter scrupuleusement le caractère sacré de son espace privé, en particulier son vaste bureau-bibliothèque insonorisé qui était son sanctuaire et sa forteresse. Elle était l'incarnation même de l'autonomie, une machine à compétences. L'idée même qu'elle puisse avoir besoin d'une aide aussi banale était fondamentalement incompatible avec l'image soigneusement construite qu'elle avait d'elle-même. Pourtant, ces 2 dernières semaines avaient introduit une dissonance glaçante et persistante dans le silence de la maison. J'avais commencé à remarquer de petites fissures inquiétantes dans son calme imperturbable. Des lumières restaient allumées tard dans la nuit dans le bureau jusqu'à 7 heures du matin. Elle refusait ostensiblement de répondre aux appels, même assise à côté du téléphone, et son teint étrangement métallique sous son maquillage sophistiqué était manifestement terne. Quelque chose d'important n'allait pas, une grave crise professionnelle, une menace d'être démasquée ou peut-être une maladie silencieuse et invalidante. Mais sa volonté de faire gardait le secret parfaitement scellé sous un vernis d'élégante fatigue. Il était un peu plus de 2 heures du matin, un mardi. La maison était plongée dans le silence profond et pesant d'un système de sécurité en alerte. J'étais en train de consulter des fichiers techniques relatifs à l'intégrité de son réseau quand je l'ai entendu. Un bruit sec et explosif provenant de l'aile interdite des bureaux. Non pas le bruit de verre brisé, mais le bruit sourd et lourd d'un corps imposant tombant sur une moquette épaisse, suivi immédiatement du cliquetis métallique distinctif d'un objet d'organisation. Un classeur, peut-être, qui se répandait sur le sol. Il fut immédiatement suivi d'un silence profond, tendu, absolu, bien plus terrifiant que le bruit, une absence anormale de son qui témoignait d'une crise physique immédiate, aiguë et totale. Mon esprit s'est immédiatement emballé en passant en revue les protocoles habituels. Appeler la société de sécurité, appeler son assistante personnelle de confiance, impitoyable. Non, elle m'exécuterait pour avoir révélé sa faiblesse à ses employés ou au monde extérieur. La seule réponse acceptable, la seule réponse qui protégeait son secret le plus profond était une intervention immédiate, silencieuse, totalement discrète. Je me suis déplacé rapidement dans les couloirs de marbre sombre et silencieux. La pierre polie et coûteuse glaçait mes pieds nus. La lourde porte en acajou de l'aile des bureaux privés était toujours sécurisée, verrouillée par un scan biométrique. Mais ce soir, peut-être en raison de la violence soudaine de son effondrement, elle n'était plus qu'entr'ouverte, maintenue par une lourde sculpture décorative en bronze. Et la scène à l'intérieur de l'immense bureau faiblement éclairé était un tableau terrifiant d'un effondrement physique absolu. Sa pièce était dominée par un grand bureau ancien désormais partiellement dissimulé par le corps affaissé de sa propriétaire. Sophia était allongée sur l'épais tapis à poils longs, totalement immobile. Elle ne se reposait pas simplement. Elle était prostrée. Son tailleur sombre, impeccable, uniforme de pouvoir, était tordu et tendu autour de son corps. Un lourd registre comptable relié en cuir était ouvert à côté d'elle, manifestement à l'origine du cliquetis métallique. Elle était allongée, un bras tendu, sa main agrippée désespérément à un téléphone élégant et coûteux juste hors de sa portée. Son visage, éclairé seulement par la faible lueur électronique froide d'un grand écran allumé, était un masque rigide d'une douleur paralysante, exquise, insupportable, tendu et blanc.
Elle était pleinement consciente, les yeux grands ouverts de peur et d'agonie intérieure, mais la douleur était si intense et si aiguë qu'elle l'avait figée dans une immobilité insoutenable. Sophia, murmurai-je, me précipitant à ses côtés et me laissant tomber immédiatement à genoux sur l'épais tapis. Mon Dieu, que s'est-il passé? Ne bouge pas. N'essaie pas de bouger. Où as-tu mal exactement? Elle tenta désespérément de parler, ses lèvres élégantes et maîtrisées peinant à former des mots. Marc, non, ne fais pas ça. Elle réussit à articuler ces deux mots brefs et déchirants avec un effort immense. La supplication l'emporta instantanément sur son besoin physique d'aide. Elle implorait la protection absolue de son image et de sa façade parfaite. C'est trop tard pour le nier, Sophia, affirmai-je. Ma voix prenant automatiquement un ton froid, décisif, impérieux, le ton d'un gestionnaire de crise. Vous êtes complètement incapable de bouger et dangereusement exposé. Je suis la seule personne sobre et capable ici. Êtes-vous tombé? Avez-vous mal au dos? Elle parvint finalement à un petit hochement de tête douloureux et rigide, les yeux écarquillés de terreur et d'une profonde humiliation. Spasme discal, impossible de bouger. Le diagnostic fut immédiat, douleur dorsale ou discale invalidante, suffisamment intense pour provoquer une paralysie totale et atroce. Le moindre mouvement, le plus involontaire, serait insoutenable. Elle était piégée, complètement exposée et entièrement dépendante du jeune homme qu'elle était censée commander sans effort. Vous n'êtes ni en sécurité ni stable sur ce sol, dis-je d'un ton neutre, le regard fixé sur le danger de sa position. Je n'appellerai pas d'ambulance à moins que vous ne perdiez conscience ou que la situation s'aggrave, mais vous n'avez plus le choix. Je dois vous déplacer maintenant. Je dois vous soulever doucement, complètement, et vous porter hors de cette pièce. Elle ferma les yeux pour se protéger de l'ultime et nécessaire violation de son intimité, de son monde parfaitement contrôlé, se dissolvant dans la chaleur insoutenable de la honte et le poids écrasant de son effondrement physique. Le transfert silencieux du pouvoir, de l'autorité et de la tutelle était absolu et total. Le bureau privé, opulent et feutré, jadis l'apogée de Sophia, avait été brutalement transformé de sa forteresse de contrôle rigide en le spectacle immédiat de son effondrement physique complet et humiliant. Son hochement de tête silencieux et figé était le contrapoint. Elle abandonnait son autonomie physique, sa dignité soigneusement entretenue et son destin entre mes mains, Marc, le neveu discret qu'elle gardait toujours à une distance admirative mais distante. Ma tâche urgente était la mobilisation mécanique de son corps paralysé, un acte exigeant à la fois une force physique immense et des soins chirurgicaux déchirants. Viens avec moi, Sophia, lui dis-je, la voix perçant l'épaisse couche de peur et de souffrance silencieuse qui régnait dans la pièce. Nous allons bouger avec précaution, lentement et délibérément. Je vais glisser mes bras sous toi. Ne résiste pas et n'essaie pas de m'aider. La moindre tension ne fera qu'aggraver la douleur. Tu dois devenir complètement passive. Le processus était d'une lenteur extrême, d'une précision chirurgicale et d'une gravité insoutenable. Je m'agenouillai, glissant délicatement mes mains sous le tissu de laine précieux de son tailleur, un bras sous l'arrière de ses genoux, l'autre soutenant la structure complexe du haut de son dos et de sa nuque. Son corps était lourd, froid et d'une rigidité anormale, résistant à la simple idée de mouvement. L'air était saturé du parfum puissant et élégant de son corps. C'était choquant, inconnu, complexe. Le poids mort d'une femme toujours impeccablement maîtrisée, désormais inerte et totalement vulnérable. Mes mains grandes et jeunes étaient pressées directement contre le tissu lisse et précieux de son pantalon sur mesure et la doublure en soie de sa veste. C'était le contact physique le plus intense, intime que j'ai jamais eu avec ma formidable marraine, bien que purement fonctionnel, il était profondément troublant, personnel et totalement irréversible. Alors que j'entamais lentement, avec précaution, le soulèvement crucial, la douleur explosa instantanément dans sa colonne vertébrale. Ce n'était pas un son de souffrance ordinaire, mais un son de répression désespérée, enracinée. Un râle haletant, étranglé, déchirant son souffle qui fut aussitôt violemment arraché. Sa mâchoire se crispait si fort que je pouvais entendre le léger cliquetis de ses molaires. Son orgueil profond et féroce luttait encore contre l'instinct animal de hurler. Elle dépendait entièrement de ma stabilité, de ma jeunesse et de ma force pour la maintenir dans une position unique, terriblement sûre. « Et ne bouge pas, Sophia » ai-je murmuré avec force, la voix tout près de son oreille, la guidant à travers l'intense chaos intérieur de la douleur. « Je te tiens,
Tu es en sécurité. Nous allons dans ta chambre. Le trajet du bureau privé à sa suite parentale isolée, une distance d'une quinzaine de mètres sur un sol en marbre précieux, me semblait un marathon interminable, terrifiant et périlleux. J'avançais lentement, naviguant avec méticulosité les angles vifs, le sol en marbre poli, traître, et les infimes variations de niveau. J'y portais la personne la plus puissante et la plus autoritaire que je connaissais, et elle était totalement, effroyablement impuissante, un fardeau précieux et fragile dans mes bras. Le poids de son secret était plus lourd que le poids de son corps. Nous avons enfin atteint le sanctuaire de sa suite parentale. Un espace frais, minimaliste et vaste qui reflétait parfaitement sa personnalité froide et maîtrisée. J'ai contourné le haut et élégant lit ancien, sachant que tenter de l'y transférer impliquerait des positions impossibles et causerait certainement une douleur intense et inutile. Au lieu de cela, je l'ai délicatement, minutieusement déposé sur le grand canapé ferme et confortable de l'Ishaï, un espace plus adapté à la stabilisation et à l'immobilisation. Tu es en sécurité maintenant, ai-je réussi à dire, à bout de souffle après cet effort physique considérable, mes propres muscles tremblants de tension. Tu n'es plus par terre, ne bouge pas. Pas d'un pouce, aucune résistance. Elle était allongée là, à plat sur le cuir ferme. Son tailleur coûteux grondait, son visage blanc et luisant de sueur et de larmes de douleur. Le silence revint, mais cette fois c'était un silence lourd, suffocant, d'épuisement total et de survie. Les règles, parvint-elle à murmurer, la voix faible, rauque et éraillée par la douleur et l'effort résiduel de l'ascenseur. Pas de médecin, pas d'aide extérieure. Cela reste dans cette maison, Marc. Toi seul, je ne serai pas démasqué. Ton secret est bien gardé, Sophia, confirmai-je, adoptant le ton de la professionnelle glaciale qui avait pris les choses en main. Mais je dois organiser des soins immédiats. Nous avons besoin d'une prise en charge immédiate et continue de la douleur et nous devons déterminer l'étendue probable de la blessure. Je vais chercher de la chaleur, des anti-inflammatoires et appeler une infirmière consultante privée discrète et non un médecin pour nous conseiller sur la stabilisation. Tu n'interviendras pas et tu ne résisteras pas. Je traversai sa salle de bain privée et le dressing attenant, une intrusion nécessaire dans son espace le plus intime. J'y trouvai des médicaments, une puissante couverture chauffante industrielle et de grands objets qui témoignaient de lutte passée. Je revins et la trouvai tentant, avec une lenteur pathétique et douloureuse, d'ajuster sa veste, une ultime tentative désespérée de sauver sa dignité brisée et de masquer son défaite physique. Arrêtez, ordonnai-je, d'une voix tranchante et totalement dénuée de pitié. Vous aggravez votre état et risquez de vous blesser. Enlevez ce tailleur immédiatement. Il vous comprime la colonne vertébrale et provoque une pression. C'est une violation nécessaire et vous ne résisterez pas à cet ultime ordre. Ses yeux s'illuminèrent violemment d'un dernier éclair désespéré de son autorité habituelle et de sa fierté féroce. Mais l'agonie implacable était la véritable dictatrice. Elle secoua lentement la tête en silence. Une unique larme de honte traça un chemin à travers la sueur perlant sur sa tempe. Il faut que je la coupe ou il faut que je la déboutonne et que je la retire, déclarai-je en sortant les ciseaux tranchants de la trousse de secours que j'avais récupérée. Quelle est la moins douloureuse ? Choisis vite, Sophia. Elle ferma les yeux, complètement vaincue. L'image des ciseaux tranchants comme des rasoirs la terrifiait plus que tout. Déboutonne, murmura-t-elle. Le seul mot étranglé par l'humiliation. Je m'agenouillai de nouveau, accomplissant la tâche de déboutonner les petits délicats boutons de son tailleur coûteux et du chemisier de soie impeccable en dessous. L'air était chargé de son profond malaise physique. Mon détachement clinique nécessitait autorité. La barrière entre la marraine et le filleul, icône et assistant, fut irrévocablement brisée par la soie et les simples boutons nécessaires. La suite parentale, quelques instants auparavant scène d'une violation profonde et douloureuse, s'était apaisée dans un silence tendu et concentré. J'avais réussi à me débarrasser de ce tailleur rigide, remplaçant l'armure sévère de l'entreprise par le tissu doux et souple d'une robe de soie que j'avais trouvée pendue dans son placard, une ultime intrusion nécessaire dans son domaine le plus intime. Elle était allongée sur le canapé du salon, n'étant plus visuellement imposante, mais rayonnant toujours d'une fierté blessée. Mon attention se détourna de la gestion de crise pour se concentrer sur un traitement soutenu. J'appelai mon contact, une infirmière consultante privée que je connaissais, spécialisée dans les soins à domicile haut de gamme et discrets, qui me fit un résumé soigneusement aseptisé et professionnalisé de la situation.
Spasme musculaire aigu sévère dans la région lombaire nécessite une prise en charge conservatrice à domicile. Et la patiente est une personnalité en vue, peu coopérative et exige une discrétion absolue. La réponse de l'infirmière fut rapide, forte dose d'anti-inflammatoires, de myorelaxants, application de chaleur profonde et prolongée et immobilisation totale et immédiate. Mon autorité fut instantanément légitimée par un avis médical extérieur. J'ai administré le médicament, une pilule amère qui symbolisait la perte de contrôle de sa part par le biais des médicaments. J'ai dû lui soulever la tête avec précaution, en soutenant sa nuque, en guidant l'eau jusqu'à ses lèvres. C'était un geste simple qui me désignait comme la garante de son confort physique. L'effet des médicaments fut lent mais visible. Et la tension rigide dans sa mâchoire et la sueur froide sur son front s'estompaient peu à peu. La transformation d'une effigie de paralysie atroce en une simple femme souffrante était palpable. Mais la tension mentale, la honte de sa dépendance s'intensifiait à mesure que sa douleur physique s'estompait. « Et tu ne répondras pas au téléphone, Sophia ?» ai-je déclaré en posant son téléphone sur une étagère en hauteur hors de portée. Tu es complètement hors service. Je gère toutes les communications externes. Si tu dois être contacté, tu passeras par moi comme intermédiaire. Ton silence total, physique et professionnel, est non négociable. Elle tenta de protester d'une voix basse et rauque. Marc, ma réunion du conseil d'administration. Je l'interrompis sans la moindre excuse. J'ai déjà envoyé un courriel professionnel et laconique à ton assistante principale, évoquant une affaire familiale urgente et hautement confidentielle, exigeant toute ton attention immédiate. Cela sous-entend de l'importance, pas de la faiblesse. Je suis votre gestionnaire de crise désormais. Vous vous concentrerez uniquement sur votre guérison. Le transfert de pouvoir était complet et documenté. Je n'avais pas seulement contrôlé physiquement son corps. J'avais pris le contrôle administratif de son empire. L'heure suivante fut consacrée à la chaleur intense. Je plaçai la compresse chauffante avec précaution sous elle. Une tâche qui l'obligea à endurer plusieurs minutes de petits mouvements douloureux et soutenus tandis que je déplaçais son poids. Ces gémissements de douleur refoulés étaient le seul son étouffé contre le cuir souple. « Je suis désolé, murmurai-je. Le premier instant d'empathie humaine perçant mon comportement clinique. Ne le soyez pas, Alta-TL, les yeux fermés. C'est le prix à payer pour garder mon secret. Je l'accepte. Mais Marc, vous devez comprendre la gravité de ce que vous voyez. Si quelqu'un me voit dans cet état ou connaît l'ampleur de cet échec, ma position est intenable. C'est une arme que vous détenez maintenant. La voix était brutale et glaçante. Elle reconnaissait le pouvoir absolu dangereux que je possédais. Je comprends l'effet de levier, Sophia, répondis-je, d'une voix calme. Mais je n'ai aucun intérêt à l'utiliser, seulement à préserver votre santé et notre intimité. Maintenant, la deuxième phase des soins commence, hygiène. Vous êtes immobile depuis des heures. Je dois nettoyer la transpiration et appliquer une pommade antiseptique pour prévenir les escarres. J'aurai besoin d'accéder au bas de votre dos et à vos jambes. La limite absolue était enfin franchie. Elle ne portait que la robe de soins. Les soins nécessitaient une manipulation physique complète de son corps, un devoir normalement réservé aux responsabilités des relations. Son corps tout entier se tendit à nouveau, non pas sous l'effet de la douleur, mais sous l'effet d'une honte profonde et définitive. « Non, murmura-t-elle, la voix tremblante. « S'il vous plaît, Marc, juste les bords. »« Je ne peux pas, vous êtes ma patiente, Sophia, » d'un ton ferme mais respectueux de son humiliation. Ce ne sont pas des soins optionnels, ils sont nécessaires. La prévention est en train de s'estomper et je vous tourne sur le côté. Vous avez un contrôle total sur le récit extérieur, mais dans cette pièce, vous n'avez aucun contrôle sur les nécessités de votre rétablissement. Acceptez ça maintenant ou j'appelle l'équipe médicale et je mets fin à ce secret. La menace était réelle, précise et absolument définitive. Elle laissa échapper lentement un long soupir tremblant, le souffle d'une guerrière vaincue. Elle hocha la tête, le visage enfoui dans le cuir du canapé, incapable de regarder le jeune homme qui s'apprêtait à s'occuper de ses besoins les plus élémentaires. Le rapport de force était complet, scellé par une serviette, des relaxants musculaires et le poids écrasant de son image publique. L'atmosphère de la suite principale était saturée de l'odeur des analgésiques et de la tension électrique de deux vies violemment bouleversées.
Sophia s'était finalement soumise aux soins physiques nécessaires. Une capitulation plus profonde que n'importe quelle défaite qu'elle ait jamais subie dans le monde de l'entreprise. Elle restait allongée passivement pendant que moi, Marc, effectuait la tâche fastidieuse d'hygiène et de prévention. Soignez-vous. Je vous demande de vous tourner sur le côté, Sophia. J'ai donné ces instructions d'une voix clinique et imperturbable. Je soutiendrai votre épaule et votre hanche. Nous allons bouger lentement en veillant à garder la colonne vertébrale bien droite. L'effort était atroce, mais le médicament avait atténué la violence du spasme. La rotation était lente, laborieuse et nécessaire. Tandis que la robe de soins était retirée, son corps tout entier s'offrit à ma vue et à mes mains, une profonde et irréversible violation de sa fierté. La peau de son dos et de ses jambes était pâle, fraîche et douce, une toile de vulnérabilité auparavant cachée sous des couches de vêtements impeccables et de sang-froid professionnel. Mes mains grandes et jeunes se déplaçaient avec une précision forcée sur son corps, appliquant la pommade médicamenteuse. J'étais pleinement conscient du poids et de la texture de ses formes matures, une complexité bien loin de l'image simple de l'avocate redoutable. C'était un acte de pur soin humain essentiel. Je n'étais pas pour elle en tant que parent ou homme, mais en tant qu'administrateur silencieux et détaché de sa réalité physique. Je vérifie les points de pression, l'informai-je à voix basse. Le danger est l'immobilité. Vous devez être repositionné légèrement toutes les quelques heures. Je m'occuperai de la routine nocturne. Son humiliation atteignit son paroxysme lorsqu'elle dut enfin faire face à la nécessité de se soulager seule. Elle était piégée, complètement immobilisée par sa douleur et entièrement dépendante de ma présence. « Marc » murmura-t-elle d'une voix étranglée, à peine un souffle empli de défaite absolue. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas appeler une infirmière. Personne ne peut me voir. » « Compris » répondis-je sans la moindre trace de jugement ou de pitié. « Je m'en occuperai. Je suis votre accompagnatrice. Vous êtes sous ma responsabilité exclusive. Il n'y a plus rien dont vous ayez honte ici. Concentrez-vous sur les aspects pratiques. » L'heure suivante savoura les tâches les plus élémentaires nécessaires et bouleversantes des soins humains. J'étais son point d'ancrage, son bras, son témoin inébranlable. Chaque tâche accomplie cimentait la destruction de l'ancienne relation et la construction de la nouvelle. Sa honte était absolue mais sa dépendance l'était encore plus. Alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les immenses fenêtres, je l'avais stabilisée. Elle était confortable, sous traitement et complètement immobilisée. Installée dans un fauteuil en cuir de l'autre côté de la pièce, je la regardais. Elle rompit enfin le silence pesant, la voix épuisée mais claire. « Le mal est fait, Marc. Tu as tout vu. Tu as tout. Tu as l'accès au code de ma vie extérieure. Quelle est votre exigence ? Quel est le prix de votre silence ? » Le prix est simple, Sophia, déclarai-je en me levant pour me tenir au-dessus d'elle, soulignant le caractère définitif de mon autorité. Ce n'est ni de l'argent ni de l'influence. C'est la fin de la fiction. La vérité absolue est sans phare sur votre vie, votre stress et votre maladie. Quand je vous la demanderai, plus de faux-semblants pour moi, vous me traiterez comme une égale intelligente et une partenaire dans ce secret. Je tendis la main et pris doucement la sienne. Cette main puissante qui signait habituellement des contrats de plusieurs millions de dollars et pressait mon pouce fermement contre son pouls. « Et vous me promettez, poursuivis-je, mon regard fixé sur le sien, que vous donnerez la priorité à votre corps et à votre guérison avant votre travail. Et si vous essayez de déménager, si vous essayez de travailler ou si vous tentez de quitter cette chambre sans ma permission directe, j'appellerai votre associé et je révélerai toute la vérité sur votre paralysie et votre imprudence. Ton corps est désormais sous ma juridiction. » Elle soutint mon regard un long moment, la peur remplacée par un étrange et intense mélange de honte et de respect. Lentement, elle hocha délibérément la tête en signe d'acceptation. « Le pacte est scellé, Marc, murmura-t-elle. Je suis patiente. Mes secrets sont les tiens. Maintenant, sécurise la chambre et ne me laisse jamais seule jusqu'à ce que je puisse me relever. » Je rangeai les toilettes hors de vue, réarrangeai la bouillotte puis, tirant une douce couverture sur elle, je m'assis dans le fauteuil en cuir. L'avocate redoutable était enfin apaisée, entièrement dépendante de son jeune neveu. La grande forteresse impénétrable était silencieuse et j'étais le gardien silencieux et inattendu de son plus grand secret.